Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Kenya, 6 policiers ont été inculpés de meurtre ce jeudi pour la mort de 2 frères. Les victimes sont décédées après leur arrestation alors qu'ils auraient enfreint à un couvre-feu. Les suites de la fusillade dans le quartier des ambassades à Dar es Salaam en Tanzanie. Le suspect était un terroriste islamiste radicalisé sur les réseaux sociaux selon la police. Et puis, Reporters sans frontières n'est pas d'accord avec le Burundi. Elle a condamné les propos jugés graves et dangereux tenus par le président Evariste Ndayishimiye contre un journaliste de RFI. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. 6 policiers kenyans ont été inculpés de meurtre ce jeudi pour la mort de 2 frères décédés après leur arrestation. C'était le 1er août dernier dans le centre du pays. Les 2 victimes auraient enfreint à un coup-feu en vigueur donc dans le cadre de la pandémie du coronavirus. Détail. La mort d'Emmanuel Montoura Ndwiga et Benson Ndiru Ndwiga, respectivement âgés de 19 et 22 ans, avait provoqué l'indignation dans le pays et donné lieu à des manifestations parfois violentes, dénonçant les brutalités policières. Les 6 policiers, 4 hommes et 2 femmes, ont plaidé non coupables lors de leur comparution jeudi devant un tribunal de Nairobi. Ils resteront en détention jusqu'à ce que leur demande de libération conditionnelle soit étudiée le 22 septembre. Les frères Ndwiga ont été vus vivants pour la dernière fois le 1er dimanche d'août lorsqu'ils ont été arrêtés par la police pour avoir prétendument violé le couvre-feu en vigueur dans le pays entre 22h et 4h. Leurs corps ont été retrouvés 2 jours plus tard par des membres de leur famille à la morgue locale selon des groupes de défense des droits. La police d'Embu au centre a déclaré que les 2 jeunes hommes avaient sauté d'un véhicule en mouvement, une thèse catégoriquement rejetée par les proches des 2 victimes. Leur mort a déclenché des manifestations, notamment dans le comté d'Embu, durant lesquelles un véhicule de police avait notamment été incendié. Au moins une personne est morte après que la police a ouvert le feu pour disperser les manifestants. Les groupes de défense des droits ont dénoncé ce qu'ils décrivent comme une pandémie jumelle de violences policières au Kenya qui a accompagné le couvre-feu national contre la Covid-19, instauré en mars 2020 et régulièrement reconduit depuis. Nous notons malheureusement qu'il ne s'agit pas du premier décès résultant de l'application par la police des mesures contre la Covid-19, a déclaré le mois dernier le groupe de travail sur les réformes de la police, coalition de groupes de la société civile. Au total, 25 décès suspects liés aux mesures de la Covid-19 ont été recensés selon un communiqué de ces organisations. Des hommes armés ont enlevé plus de 70 lycéens dans le nord du Nigeria, selon la police. Dernier kidnapping en date d'une longue série visant des établissements scolaires. Les enlèvements de masse avec demande de rançon dans le nord et le centre font désormais les gros titres presque chaque semaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les assaillants ont envahi dans la matinée du mercredi le lycée de Kaya, situé dans les environs de Maradoun, dans l'état de Zamfara, et ont enlevé 113 élèves, a déclaré le porte-parole de la police de l'État dans un communiqué. Les autorités de l'État de Zamfara ont imposé des restrictions sur les déplacements routiers la nuit, tandis que les écoles primaires et secondaires ont été temporairement fermées. Les États du Nord et du Centre du Nigeria sont depuis longtemps en proie à de graves troubles sécuritaires avec des groupes criminels qui mènent attaques, pillages et enlèvements de masse dans les zones rurales reculées. Mais les incidents ont redoublé ces derniers mois, suscitant de vives critiques contre les autorités incapables de ramener l'ordre. Depuis le début de l'année, ces groupes ont multiplié les rapts dans les écoles et autres établissements scolaires dans toute la région pour réclamer des rançons aux proches des victimes. Près de 1000 élèves ont été enlevés en quelques mois.
Nombre d'entre eux ont été libérés après avoir passé plusieurs semaines, mais des dizaines d'étudiants sont toujours détenus par leurs ravisseurs. À Zamfara, 18 étudiants enlevés mi-août dans un collège agricole ont été libérés la semaine dernière. Une centaine d'enfants enlevés en mai dans un séminaire islamique de l'État du Niger et 32 autres enlevés en juillet dans une école baptiste de l'État de Kaduna ont eux aussi pu être libérés ces derniers jours. 2 soldats maliens ont été tués et 6 autres blessés dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule dans le centre du pays. Le véhicule transportait des soldats qui devraient donc assurer une relève dans une zone. Un véhicule pick-up des forces armées maliennes a sauté sur l'engin explosif improvisé à l'entrée du village de Dansan sur l'as Boni-Douinsta, a dit à l'AFP une source ayant requis l'anonymat. Le véhicule transportait des soldats devant assurer une relève dans la zone. C'est sur le même as routier, Boni-Douinsta, que 15 soldats maliens avaient été tués et de nombreux blessés le 19 août au cours d'une embuscade imputée aux djihadistes. Les engins explosifs artisanaux sont une arme de prédilection contre les forces maliennes, françaises et internationales, et tuent aussi de nombreux civils. Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantistes et djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention des forces de l'ONU, africaines et françaises. Les suites de l'enquête sur la fusillade dans la zone des ambassades en Tanzanie. L'homme qui a tué 4 personnes avant d'être abattu le 25 août dernier dans la capitale économique du pays, Dar es Salaam, était un terroriste radicalisé sur les réseaux sociaux. Ce sont les précisions apportées par la police. Les investigations policières ont révélé que l'assaillant, identifié sous le nom de Hamza Mohamed, était un terroriste, une personne qui avait une vie secrète avec tous les indicateurs de terrorisme, a déclaré à la presse le directeur des enquêtes criminelles, Camillus Wambura. Il a passé une grande partie de son temps à apprendre sur Internet les types d'incidents terroristes comme ceux menés par Al-Shabaab et ISIS, comme le font de nombreux terroristes, a détaillé Camillus Wambura. 3 policiers et un agent de sécurité privée avaient été tués et 6 personnes blessées lors de cette attaque qui n'a pour l'instant fait l'objet d'aucune revendication. L'attaque s'est déroulée le 25 août à la mi-journée sur Ali Hassan Mwinyi Road, grande avenue de Dar es Salaam sur laquelle se trouvent plusieurs ambassades et représentations étrangères. Après des échanges de tirs avec les forces de sécurité, l'assaillant avait été abattu alors qu'il se trouvait devant l'entrée de l'ambassade de France. Il est passé près de moi sans me saluer et quand je l'ai salué, il n'a pas répondu, il transpirait. Peu de temps après, nous avons entendu des coups de feu, avait raconté à l'AFP un témoin qui avait croisé cet homme portant une calotte blanche. Des vidéos diffusées par un média local le montraient armé de 2 fusils automatiques, vêtu d'une chemisette à carreaux et portant un koufi blanc, marchant sur un trottoir. On le voyait ensuite être abattu au milieu de la rue, après s'être brièvement réfugié dans une guérite située à l'entrée de l'ambassade de France. Hamza Mohamed vivait avec sa mère dans un appartement à environ 2 km du lieu de l'attaque. Des dizaines de policiers, d'hommes politiques et de citoyens tanzaniens se sont réunis vendredi à Dar es Salaam lors d'une cérémonie en hommage aux policiers tués. Ce type d'attaque est relativement rare en Tanzanie. Ce pays d'Afrique de l'Est partage toutefois une frontière avec le Mozambique et particulièrement avec la province de Cabo Delgado, théâtre d'une insurrection djihadiste depuis fin 2017. La colère de Reporters sans frontières après les propos du président Evariste Ndayishimiye, président du Burundi. Elle a condamné les propos jugés graves et dangereux du chef de l'État burundais tenu justement contre un journaliste de RFI. Evariste Ndayishimiye accuse en effet le journaliste de ternir l'image de son pays avec un sombre tableau sur la situation du Covid-19. Alors que le Burundi fait face à une résurgence de l'épidémie de la Covid-19, le président Evariste Ndayishimiye a publiquement pris à partie par 2 fois en moins de 2 semaines le journaliste burundais de RFI Esdras Ndikumana, déplore RSF dans un communiqué publié mercredi. Nous condamnons ces propos graves et dangereux, triste rappel de la fragilité de la liberté de la presse au Burundi, déclare le responsable du bureau Afrique de RSF dans ce communiqué.
Nous rappelons que le travail des journalistes est absolument essentiel durant cette crise sanitaire et appelons le président à ne pas se tromper d'ennemi en combattant l'épidémie plutôt que les journalistes, ajoute-t-il. RFI a protesté dans un communiqué contre ces attaques verbales et ces accusations infondées et absurdes portées contre le journaliste. L'Union burundaise des journalistes a fait part de sa consternation face aux attaques répétées du chef de l'État contre les journalistes. Esdras Ndikumana, qui travaille aussi pour l'AFP, vit en exil après avoir notamment été torturé par les forces de sécurité burundaises en août 2015. Le président Evariste Ndayishimiye, élu en juillet après le décès soudain de Pierre Nkurunziza, s'en est pris nommément mardi à Esdras Ndikumana lors d'un discours dans un stade, l'accusant de vouloir détruire le Burundi. Quelqu'un qui passe ses journées et ses nuits à dire que les hôpitaux regorgent de cas de coronavirus, que les gens meurent en masse, n'est-il pas un agent au service de la pauvreté, a déclaré le dirigeant burundais qui avait tenu des propos similaires le 19 août. Le Burundi est, avec l'Érythrée et la Corée du Nord, un des rares pays à ne pas avoir lancé la campagne de vaccination contre la Covid-19. Selon les dernières statistiques officielles, le pays, l'un des plus pauvres au monde, a recensé 5 723 cas de coronavirus et 8 décès depuis le début de la pandémie. Le comité d'organisation du futur dialogue national en Centrafrique a été installé. C'est une première étape qui a pris du temps. Des consultations nationales ont été menées en amont, mais la composition de ce comité n'a pas été faite à l'unanimité. Les détails. La répartition annoncée des places dans le comité d'organisation du futur dialogue national et la tutelle du chef de l'État avaient créé la grogne. Puis la première liste de noms rendus publics avait de nouveau généré une levée de boucliers. De nouvelles discussions ont permis d'aboutir à une liste finale qui a permis l'installation officielle du comité. Une trentaine de personnalités composent cette nouvelle entité, des représentants des pouvoirs publics, des partis politiques, des confessions religieuses, de la société civile ou encore des experts internationaux. Ce comité devra notamment proposer un chronogramme et un lieu pour ce dialogue national qui doit permettre à tous d'exprimer ses préoccupations. Néanmoins, il reste encore beaucoup d'inconnus encore sur ce futur dialogue, notamment concernant la participation des groupes armés. La présidence oppose une fin de non-recevoir à ceux ayant formé la CPC en décembre dernier et qui ont tenté de renverser le pouvoir de Touadéra en janvier. Sorti de l'accord de paix, il n'est pas question pour les autorités de voir François Bozizé autour de la table des discussions. Une participation cependant souhaitée par l'opposition et la plateforme religieuse. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.